Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et il faudra se le dire, nous ne sommes pas en vacances, vous n'êtes peut-être pas non plus en vacances, et nous allons parler emploi chaque mardi soir. Emploi estival quand même. Oui, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Nous avons de beaux invités ce soir pour aborder ce premier sujet. Oui, Frédéric. on parlera de reconversion, de formation, de pénurie saisonnière, d'attractivité, de commerce en Ile-de-France. Et pour en parler déjà sur les premiers thèmes, nous accueillons l'incontournable sur Sud Radio dès qu'on parle emploi. Jérôme Laverny, le directeur du réseau national Mission Emploi. Bonsoir, monsieur Emploi. Bonsoir, Judith. Bonsoir, Frédéric. Jérôme. Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Île-de-France et du think tank Étienne Marcel, lui aussi un habitué. Bonsoir, Bernard. Bonsoir, Judith. Bonsoir. Frédéric. Et puis nous parlerons, on reçoit tout de suite notre invité. Oui. Téléphone. Nous avons Stella qui nous appelle de Crampes dans les Hautes-Pyrénées. On connaît tous Crampes dans les Hautes-Pyrénées. Moi j'ai appris qu'il y avait une ville qui s'appelle Crampes ce soir. Vous êtes loin de Lourdes ou pas? Loin de Lourdes, loin du Tourmalet ou pas? Non. À 10 minutes du Tourmalet. Alors bon, Stella, vous êtes saisonnière et surtout ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux jobs. Vous cumulez un job dans le tourisme dans la journée et le soir, vous faites de la restauration. Oui, exactement. Alors justement, sur ce sujet du changer d'air, on va commencer par vous, Stella. Vous qui êtes saisonnière, vous changez d'air régulièrement, vous faites deux boulots. Pourquoi? Et est-ce que vous n'avez pas envie de changer un peu de manière de faire, ou est-ce que finalement tout cela vous convient? Non, cela me convient. Ça, la journée et le soir, ça se goupille bien, on va dire. Dans la journée, je suis dans le tourisme au village de Gèdre, à côté de Gavarnie. Et le soir, je suis en restauration dans un restaurant à Lucin-Sauveur. D'accord. Et j'aime beaucoup parler avec les gens et tout ça. Donc pour le tourisme, moi, ça me convient très bien. Mais vous êtes saisonnière, donc ça veut dire que sur toute l'année, c'est ce rythme, ou vous rechangez à l'intérieur d'une année avec d'autres emplois? Non, du tout. Je suis encore étudiante, donc je fais juste les saisons estivales et les vacances en hiver. D'accord, donc votre métier, c'est pas d'être saisonnière, votre métier, c'est d'être étudiante. Exactement. Et dans quel domaine, les études? Dans l'agricole. D'accord, oui, c'est précis. Alors justement, pour réagir, Jérôme Laverny, justement sur ce changer d'air dont on parle là, et ces reconversions qui sont souvent inspirées par cette période estivale, ça pose forcément un problème aux patrons qui ont du mal à recruter. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner ces employeurs justement dans la fidélisation des saisonniers pour que ça tourne mieux, quoi? Alors tout d'abord, les services publics ne le font pas assez et se déchargent bien volontiers sur les conditions matérielles avec lesquelles notamment il faudrait de façon relativement simple accompagner le recrutement de ces saisonniers en termes de mobilité et en termes d'hébergement. Tant qu'on n'aura pas résolu ces deux problématiques et laissant cette responsabilité aux seuls employeurs, eh bien ça continuera d'être difficile. Parce que ça, c'est un casse-tête. On imagine Stella qui est basée dans les Hautes-Pyrénées, ça va, mais après... c'est le casse-tête aussi pour l'employeur, parce que vous avez plein d'employeurs qui recruteraient bien volontiers des saisonniers et sur des postes véritablement très intéressants, très enrichissants, mais qui ne le peuvent pas parce que, à défaut d'hébergement sur la mobilité, on a quand même des tarifs de billets SNCF notamment qui sont complètement à l'ouest par rapport à cette nécessité complètement impérieuse. Par contre, je voulais revenir sur le témoignage de Stella qui, c'est une bonne étoile, Stella. Courageuse. Voilà. Deux journées en une. Et drôlement édifiant à plusieurs égards. D'abord, il dit combien un emploi saisonnier, un job d'été, pour dire les choses clairement, peut être très riche d'expériences qui peuvent éclairer l'avenir et permettre de papillonner sur des secteurs professionnels, sur des jobs, en essayant d'en voir le contexte, de les toucher du doigt de la réalité. Et ça peut être très précieux. Le témoignage de Stella aussi dit autre chose. C'est que il y a peut-être une piste à explorer à l'avenir pour les entreprises et pour le public, peut-être, de l'hybridation de l'activité professionnelle. Il y a une jeune philosophe qui s'appelle Gabrielle Alperne, qui a écrit un ouvrage très intéressant qui ne touche pas simplement à l'activité professionnelle, qui s'appelle Tous sans tort et qui prône cette hybridation-là. Eh bien, il y a peut-être une piste à explorer sur le fait, peut-être de façon concomitante ou successive, en même temps ou successivement, comme le fait Stella, on fait des études, on fait une activité entre guillemets
différentes à un autre moment. Oui. Ça, c'est très bien. Mais alors et surtout, il est peut-être temps pour les pouvoirs publics de revoir la copie du point de vue de l'esprit de l'orientation, qui jusqu'à présent se bornait à recueillir d'un candidat ce qu'il veut faire, ce qu'il aime faire. Or, pour vouloir, il faut connaître. Goûte d'abord, disaient les anciens. Et on ne demande pas à un candidat ce qu'il veut faire. Il faut l'éclairer du point de vue de tout un tas d'orientations professionnelles qui sont méconnues des jeunes et de leurs parents. Mais Stella, justement, qui est étudiante, parce qu'elle a cette activité professionnelle. Stella, une fois les études terminées, est-ce que vous imaginez aussi passer d'un travail à un autre dans votre carrière professionnelle, ou vous vous dites c'est vous maintenant... cantonnez un seul, pour le reste de votre vie? Pour le moment, en tant qu'étudiante, je continue à faire les saisons. Après, si je trouverais un travail fixe, je ne pense pas continuer les saisons. Bernard Cohen-Haddad, pour réagir là-dessus justement, est-ce que finalement il ne faudrait pas les accompagner, ces saisonniers, pour réagir sur ce que dit Jérôme Laverny, dans la recherche de solutions, de formations justement, qui leur permettent aussi d'aller découvrir ailleurs, même peut-être pendant qu'ils sont déjà employés? Alors Jérôme le sait bien, tous les saisonniers ne sont pas des étudiants. Non, et la majorité des saisonniers ne sont pas des étudiants. C'est une façon de vivre, parfois choisie, parfois par défaut, non choisie. Vous le savez très bien, vous aimez bien aller en vacances au sport d'hiver, mais on n'est pas à vie, en tous les cas pour l'année, professeur de ski. Mais voilà. Et on n'est pas forcément dans certains métiers maître nageur sur une plage non plus. Parce qu'en hiver, sur la plage, il n'y a pas grand monde. Enfin, surtout sur nos côtes. Donc il y a des métiers non choisis, en tout cas des métiers qui sont choisis, mais en tout cas des travail saisonnier qui n'est pas choisi. Ce qu'il faut, c'est bien entendu, et ça a été bien dit par Jérôme, faire en sorte que ceux qui sont aujourd'hui dans nos métiers, je pense à l'hôtellerie-restauration, mais aussi le monde agricole, parce que pour les vendanges, pour la cueillette d'un certain nombre de nos légumes ou de nos fruits, il faut des saisonniers. Et bien entendu, aujourd'hui, on a un problème qui est le logement. Sans sécurisation du logement, on ne peut pas avoir de fidélisation. Et ce qui est important pour nous, c'est pas des collaborateurs qui zappent d'une année sur l'autre, qu'on ait les mêmes. C'est important, parce que la fidélisation, c'est aussi la transmission des savoir-faire et la confiance dans l'entreprise. Sur l'hébergement, il est évident qu'en plus, ça dépend des endroits. Mais par exemple, autour des grandes villes, c'est ingérable. On parlait de la restauration. Oui, sauf qu'attention, pointe le bout de son nez de grandes vacances l'année prochaine pour les JO 2024. Et là, il s'agirait qu'il y ait une stratégie un petit peu différente. On a la chance d'avoir le patron la CPME en plateau aujourd'hui, et il s'agirait aussi de changer autre chose. Le plus grand rendez-vous emploi en Ile-de-France, c'est Place de la Concorde. Une manifestation, un forum emploi. Ce forum emploi, c'est 6 000 € le stand. Alors déjà, philosophiquement, c'est un peu bizarre de dire à une entreprise, venez nous donner la chance de mettre à disposition vos offres d'emploi, et puis si vous venez, tiens, c'est bien fait pour vous, vous allez payer. Mais alors le faire à hauteur de 6 000 €, ça veut dire qu'il ne s'agit pas pour nos politiques d'annoncer comme une cantilène que le premier employeur de France... Une cantilène. Ah, c'est très beau. Oui, c'est joli. Que c'est le premier employeur de France, les TPE-PME. Bah ouais, le problème, c'est que si on fait un forum à 6 000 € le stand, le premier employeur de France, il va être absent. Et notamment pour les emplois saisonniers. Bernard Cohen-Haddad, vous avez été interpellé. Alors avec Judith, on vous interpelle. C'est bien pour cela qu'à Paris, en Ile-de-France, on fait nos job dating nous-mêmes, parce que nous, on n'a pas les moyens de mettre 6 000 € sur un stand. Et les 6 000 €, on préfère les mettre en accompagnement de nos entrepreneurs, en accompagnement des jeunes, parce que bien entendu, ça a été dit et c'est une évidence. Les jeunes, c'est une génération, depuis la Covid-19, un peu sacrifiée quand même, il faut aussi le reconnaître. Et que nous, notre DRH dans les TPE-PME, c'est Pôle emploi. Attendez, il faut le dire. Et moi, je milite pour que Pôle emploi, dans nos villes et dans nos quartiers, soit les DRH de nos TPE-PME. Parce qu'aujourd'hui, un patron de TPE-PME, il n'a pas forcément le temps de recevoir des CV. Il n'a pas forcément le temps d'apprécier. Il n'a pas la compétence. Moi, je ne l'ai pas. Et pourtant, il m'arrive de me tromper, il m'arrive d'avoir, de faire des bons choix. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être accompagné. Et Pôle emploi et l'ensemble de nos partenaires sont là pour nous accompagner. C'est un appel au pouvoir public, Jérôme. Une info très importante pour rebondir sur ce que vient de dire M. Cohen-Haddad.
un apprenti peut commencer son apprentissage, non pas seulement en septembre quand on commence les cours, mais il peut le faire également en juillet, en août. Dès l'été, ça c'est important, très important. Et ça c'est super important pour nos jeunes auditeurs et leurs parents et pour de petits employeurs qui effectivement n'ont pas de DRH, parce que voilà un moyen très précieux, très intelligent et très constructif de mettre en place un job d'été qui soit déjà l'antichambre d'une formation. Stella, ça a été facile de trouver ces 2 jobs d'été pour vous ? Oui, moi c'était facile parce qu'en restauration, ils trouvent personne. Ah bah voilà. Juste quand même, le gouvernement il a adopté une feuille de route pour l'emploi des saisonniers pour la période 2023-2025. En l'occurrence, les maîtres mots c'est logement, formation et orientation. Et il débloque quand même une enveloppe de 10 millions d'euros pour ce fait. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose, le problème, c'est que dépenser n'est pas penser. Et on peut mettre sur la table une grosse enveloppe, mais so what, qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'enveloppe? Qu'est-ce qu'on va en faire de l'enveloppe? Il ne faut pas que cette enveloppe, elle soit simplement une déclaration de bonne intention. Il faut qu'elle se traduise dans l'action par des choses qui soient... donc, mettre une enveloppe, mettre tel million d'euros avec des chiffres ronds qui arrondissent les angles, peut-être, oui, mais qu'est-ce qui va se passer réellement derrière? Qu'est-ce qu'on fait réellement derrière? Est-ce qu'on aide notamment des petits employeurs à pouvoir accompagner sur l'hébergement? C'est ça qui est précieux. C'est intéressant et on va continuer cet échange dans quelques instants. Alors justement, on va passer à un sujet aussi qui est important pour notre jeunesse, c'est l'apprentissage et la méthodologie de cet apprentissage qui est mis en place et très très valorisé par le gouvernement en ce moment. Restez avec nous, à tout de suite. Vous êtes bien sur Sud Radio, les vraies voix et l'emploi estival continuent avec nos 3 invités. Bernard Cohen-Haddad, le président de la CPME Île-de-France et du think tank Étienne Marcel est avec nous. Nous avons bien sûr l'incontournable spécialiste sur Sud Radio dès qu'on parle d'emploi, Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Et nous accueillons, alors si vous avez la chaîne YouTube Sud Radio, vous l'avez, il est avec son bel habit de lumière, Alain Fontaine, président de l'association française des maîtres restaurateurs et propriétaire du bistrot-restaurant Le Mesturet à Paris. Oui, alors je vous recontextualise un petit peu la question. On est sur l'apprentissage, la méthodologie. Est-ce que l'été, c'est une bonne saison pour justement informer les jeunes et peut-être leur ouvrir les portes des CFA ou des autres établissements qui proposent justement l'apprentissage? Vous dites, Jérôme Laverny, je fais un petit tour de table comme ça, qu'il y a quand même un problème de méthodologie dans l'attractivité qu'on donne à l'apprentissage. Et vous, Bernard Cohen-Haddad, vous m'avez quand même dit que, en fait, il n'y a jamais eu autant d'apprentis en 5 ans et que grâce en partie à l'engagement du gouvernement qui donne beaucoup de visibilité. Qui commence? Jérôme Laverny. Alors plein de choses à dire. Oui, il n'y a jamais eu d'apprentis, c'est vrai. Moi je relance pour la énième fois un appel au gouvernement. Mon humble voix qui ne vaut pas grand-chose, mais qui simplement est simplement pour dire que le gouvernement a annoncé une reconduction des aides dédié au contrat d'alternance, au contrat d'apprentissage, à hauteur de 6 000 € jusqu'en 2027. Très bien, mais sauf que c'est jusqu'à 29 ans. Et là, c'est complètement à côté, à mon sens, et à la fois du besoin des entreprises et à la fois du besoin du public. Et il eût été préférable, peut-être, de couper la poire et de ne pas aller jusqu'en 2027, mais de conduire ces aides également pour les plus de 29 ans. Parce que vous comprenez bien, pour tout le monde, en fait, pour tout le monde. Mais bien sûr, parce que vous comprenez bien. Apprenti à 40 ans, quoi. Mais bien sûr, voilà. Mais bien sûr, d'autant que nous sommes dans le contexte d'une réforme de retraite où il est question également de reconversion professionnelle. Et vous doutez bien une petite entreprise qui voit devant elle un candidat avec 6 000 € d'aide et un candidat sans aide, voilà, enfin, c'est un peu difficile de choisir l'un ou l'autre. Oui, la période est effectivement. Alors, petit conseil, nos jeunes auditeurs, pour un certain nombre d'entre eux, ils croient le parcours relativement achevé lorsqu'ils se sont inscrits dans un CFA en se disant bon voilà, j'ai fait l'essentiel. Il s'agit de challenger, de mettre en concurrence un petit peu les CFA parce que il faut dire aussi qu'un certain nombre... Tous ne sont pas du même niveau alors. Ne sont pas de même niveau dans la relation entreprise, car beaucoup de CFA ont ce qu'on appelle un chargé de relations entreprise qui bien évidemment va loucher un petit peu sur les grandes enseignes avec 10 postes par-ci, 15 postes par-là, parce que c'est un commercial aussi quelque part, ce chargé de relations entreprise. Et là encore, malheureusement, qui ne va peut-être pas avoir le temps ni de l'huile de coude nécessaire pour aller voir les toutes petites entreprises où le vivier est le plus important. Alain Fontaine, on va vous faire réagir là-dessus justement, sur est-ce que tous les CFA n'ont pas le même niveau et comment on fait pour s'orienter justement à ce moment-là? Alors les CFA n'ont effectivement pas
le même niveau. Les CFA, il y en a beaucoup en France. L'apprentissage à la française est quelque chose de très important, est une exception, il faut le savoir. On a un très bel apprentissage en France. Pour autant, effectivement, tous les apprentissages ne sont pas de même qualité. Comment choisir ? Il faut choisir par bassin d'abord. Il faut choisir également par proximité de l'apprenti, parce qu'il y a le CFA, mais aussi il y a la proximité de l'apprenti, son lieu de résidence, son CFA et son lieu de travail. Nous sommes à Paris. Et vous avez des apprentis, ils ne peuvent pas travailler le soir de par la distance, l'éloignement. Les mobilités sont très importantes à Paris, on en a vraiment besoin. Et après, vous avez des CFA, effectivement. Alors, vous en avez qui sont dans le top 10, avec beaucoup de notoriété, avec beaucoup aussi d'ancienneté, que les professeurs recherchent, parce que c'est ça aussi, les professeurs recherchent à travailler dans ces CFA. Un ou deux noms comme ça, un ou deux CFA qui sortent du lot. Allez, allons-y. Je vais me faire des amis. Vous avez le PMT à Paris, vous avez Médéric, vous avez Ferrandi, c'est les trois grands, mais après vous avez en province, en région parisienne, vous avez Montalo, vous en avez d'autres. Mais les trois gros parisiens, c'est le PMT, bien évidemment, Médéric et Ferrandi. Et là, ça délivre quand même un enseignement dont beaucoup l'apprentissage a créé de très grands chefs. Bernard Cohen-Haddad, justement, sur cette mobilité des apprentis en Ile-de-France, une réaction ? Déjà, il y a, pour bondir ce qui a été dit par Jérôme et par Alain, moi je crois qu'il n'y a pas de... Je ne veux pas faire de hiérarchie, parce que c'est important. Je crois qu'il ne faut pas dévaloriser les parcours d'apprentissage. Je crois que chacun a son métier, chacun a son savoir-faire, chacun a son enseignement. Et faire en sorte qu'il y ait un élitisme dans l'apprentissage, ça va au rebours de la transmission des savoir-faire. Moi, c'est ce que je crois. Et je sais que c'est important, et je sais qu'on le partage, c'est pour ça qu'ensemble, c'est qu'il faut laisser aux jeunes, en fonction du lieu où ils habitent, y compris en zone rurale, la capacité de trouver un métier qui leur plaît, et aux entreprises de trouver des compétences près de chez elles, ce qui simplifie aussi la fidélisation. Donc de goûter, comme disait Jérôme Lavergne. Oui, mais aussi de rester. Parce que la difficulté, alors là, excusez-moi, je prends un chemin de traverse, Judith. C'est que la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que nous formons des apprentis qui ne restent pas dans nos entreprises. Et c'est bien ça. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'ils font leurs armes à travers les savoir-faire de nos entrepreneurs, de nos artisans, que ce soit des métiers de bouche, que ce soit des métiers de l'orfèvrerie, que ce soit tout simplement de la santé aussi. Il y a l'apprentissage, et qu'après, ils vont vers le plus confortable, c'est-à-dire des grandes entreprises, où la vie, on peut le dire, est différente, beaucoup moins difficile que dans nos entreprises. Parce que dans nos entreprises, c'est vrai que c'est à 200 à l'heure. Les petites et moyennes entreprises, rappelons-le. Et puis que parfois, on a moins d'avantages au niveau du comité d'entreprise. Et puis, ça a été dit, des avantages de vie. En revanche, la vie de proximité dans une vie d'entreprise, c'est une vie sociétale, c'est aussi une vie de quartier, c'est une vie du partage et c'est une vie d'engagement. Il y a aussi une volonté, par exemple, dans certains secteurs, ce que j'ai entendu sur la boulangerie, par exemple, qu'il y a une volonté de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, ils ne restent pas dans les établissements où ils ont été formés parce qu'ils ont envie d'être patrons. Alors ça, c'est pour moi la réussite. D'accord. Mais tout le monde n'a pas envie d'être patron, Judith Belair. Mais il y a des entrepreneurs. Judith n'est pas patronne. Si, elle a une entreprise, je le savais pas. Moi, je le sais qu'elle a une entreprise. Je le sais bien. Et on le sait. Mais je faisais le clin d'œil à non, voilà, il fallait le dire. C'était pour que je le dise. Voilà, et vous aussi. Donc, ce qui est important, c'est ce qui est important, c'est effectivement que quand on est dans son métier et qu'on a la capacité de devenir un ou une entrepreneur. Parce qu'il y a des entrepreneurs femmes aujourd'hui qui ont commenté en apprentissage. Il faut l'encourager et c'est pour ça qu'on est content de faire la transmission de nos savoir-faire. Jérôme Lavergne, ce qu'on vient d'entendre finalement, c'est le choix de vie. Est-ce qu'aujourd'hui elles peuvent rivaliser, les petites et moyennes entreprises, face à ces grandes entreprises et donc dans le choix de ces jeunes ou moins jeunes qui ont eu une formation ? Oui, elles peuvent rivaliser parce qu'elles ont parfois des contextes qui vont permettre à un apprenti d'apprendre beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus polyvalente, parce que permettant de solliciter. Il faut rappeler aussi pour nos jeunes auditeurs et leurs parents qu'un parcours d'apprentissage, c'est aussi la possibilité de se constituer une première expérience. Quand on sort avec 2 ans pour préparer un CAP, un bac pro, etc., on reste pas toujours avec son premier amour. C'est une ligne sur le CV. Il faut rappeler aussi que c'est un diplôme. On a trop tendance à considérer en France que qui dit diplôme post-bac.
diplôme, ça peut être bien plus tard, on peut le redire. Ça peut être bien plus tard, puis ça peut être aussi un CAP, un bac pro, c'est tout aussi honorable. Il serait temps aussi qu'il y ait une réconciliation. Alors il y a une réforme qui plane des lycées professionnels, il serait bien heureux qu'il y ait une réconciliation entre l'éducation nationale et l'apprentissage, parce qu'il ne devrait pas y avoir de guerre. Mais force est de constater que pour un petit employeur qui voit un jeune se présenter avec 2 ans d'expérience terrain, dans le cas d'un apprentissage, et 2 ans parsemés de 2-3 stages de 6 semaines, le choix est vite fait. Alain Fontaine, vous êtes, je le rappelle, restaurateur à Paris. Vous préférez travailler, avancer avec des jeunes que vous avez formés ou pas forcément ? Je préfère avancer avec des jeunes qu'on a formés, que j'ai formés. Le sujet qu'on a, c'est un sujet de patron. C'est de savoir si on considère que l'apprentissage est un véritable investissement dans le temps et une richesse pour une entreprise. Donc les apprentis sont clairement une richesse pour les entreprises. Très clairement. Et les petites entreprises, on a tout à gagner. Après, il faut savoir les garder. Et effectivement, je reviens sur ce qui a été dit à l'instant, c'est qu'on n'a pas de comité d'entreprise. On n'a pas de 13e mois, souvent. On a plein d'avantages et on a plein de défauts aussi. Nos avantages, c'est une vie de famille. C'est effectivement une proximité avec l'apprenti. Et c'est aussi une relation familiale à l'intérieur de l'entreprise. C'est un partage. Vous savez, sur le contrat, il y a marqué tuteur. Nous sommes des tuteurs. Et dans le temps, les familles amenaient leurs enfants à un tuteur. Dans le temps, il y a très longtemps. Et on les construisait. On apporte beaucoup plus qu'une grande entreprise. On construit des femmes et des hommes. Et ça, c'est d'une importance capitale. Et on les construit à quoi ? À devenir des entrepreneurs à 25, 29, 30 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'apprentissage est une voie royale qu'on a souvent oubliée parce qu'il fallait avoir le bac. 91% de réussite au bac. Ce qui ne veut rien dire. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je voudrais avoir le taux d'apprentis qui sont devenus chefs d'entreprise. Eh bien, on va continuer cet excellent débat. C'est beau, c'est beau ce que vient de dire le maître. On va continuer justement dans la ligne de cet apprentissage sur la pénurie des salariés et puis évidemment sur la pénurie des salariés saisonniers. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. C'est jamais évident, cette question de l'emploi. Qu'est-ce qu'on choisit? Vers où on va? Est-ce qu'on a fait le bon choix? Etc., etc. Pour vous éclairer, et c'est le principe de ce rendez-vous, Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Île-de-France et du think tank Étienne Marcel, et puis le maître restaurateur Alain Fontaine, président de l'association française des maîtres restaurateurs et propriétaires du bistrot restaurant Le Mesturé à Paris. Sans oublier Rodolphe Gélis, qui est directeur du parc d'attractions Nigloland, qu'on accueille. Bienvenue. Bienvenue. Alors, on refait une petite mise en contexte, justement, un petit point chiffre sur la saison estivale 2022 et la saison hivernale 2022-2023. 65 000 postes de saisonniers non pourvus ont été enregistrés. Et ce que vous me disiez hors antenne, Jérôme Laverny, c'est que c'est à peu près la même chose pour les apprentis. Alors, la même chose peut-être pas, mais il y a un problème. Il y a un problème, on ne le dit pas assez, et la transition avec notre partie précédente est parfaite, en ce sens qu'on ne dit pas assez que certains organismes de formation et certains CFA ont aussi des problèmes de recrutement pour leur classe. Donc ce problème de recrutement touche un petit peu tout le monde. Oui, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, franchement, du point de vue de l'activité économique, il y a un problème de recrutement majeur en France. Oui. On peut le masquer, on peut Et ça date de quand? Est-ce qu'on a identifié? Et ça correspond à quel phénomène? Mais ça avait commencé bien avant le Covid. Alors on amplifie le Covid a compliqué certaines choses, c'est vrai. Mais je me revois faire ici une émission en alertant, notamment depuis, dans la perspective des JO 2024. Moi, je suis très inquiet pour les JO 2024, c'est-à-dire une grande nécessité de recrutement. Donc oui, on a des entreprises qui peuvent pas le dire à un micro, ont leur activité économique qui est mise en branle, mise en question par des problèmes de recrutement. Alors j'ai une question pour vous, Rodolphe Gélis, que vous êtes directeur, je rappelle, du parc d'attractions de Nigloland. Bienvenue déjà. Bonjour. On rappelle où c'est, peut-être, Nigloland? Alors c'est à côté de Troyes, dans l'Aube. C'est bien ça, Rodolphe? Exactement, c'est dans le Grand Est, à 2 heures de Paris. Alors vous avez investi 2 millions d'euros dans la construction de logements destinés aux saisonniers, et vous avez aussi prévu des indemnités kilométriques. Ce que vous dites en fait, c'est que au lieu de choisir les CV, ce sont les CV qui nous choisissent. Voilà, oui, c'est une petite punchline que j'ai sortie il y a quelques semaines, mais c'est malheureusement vrai. Alors je pense qu'on peut
pas faire grand-chose pour aller à l'encontre de cette vague, de ce mouvement généralisé, qui est même pas français, mais qui est européen et même mondial, parce que je parle avec d'autres parcs d'attractions qui sont au niveau international, c'est très compliqué. Donc oui, les CV nous choisissent. Donc nous, on a choisi d'aller dans leur sens et de leur donner tous les avantages qu'ils demandaient. Est-ce que vous avez identifié la principale raison qui fait que les gens ne répondent pas à vos sollicitations ? Exactement, la principale, c'est la seule à laquelle on n'a pas pu répondre, c'est les horaires. Parce que évidemment en hôtellerie, vous avez dû en parler, on a des horaires le matin très tôt, puis après on coupe et puis on revient très tard le soir. Donc ça, c'est compliqué, mais en fait, la seule réponse qu'on a eue contre ça, c'est d'embaucher un peu plus de monde et de faire en sorte de donner soit que la matinée, soit l'après-midi. Voilà. Alain Fontaine, finalement, c'est ça peut-être une solution aussi pour les restaurateurs, c'est d'arrêter de faire travailler les gens en coupure, en l'occurrence. Tout à fait, ça commence à se mettre en place à peu près partout. Alors c'est compliqué parce que c'est un modèle économique qui est en jeu. Il y a un modèle économique de l'autre côté. Mais évidemment, stopper les coupures et puis la semaine de 4 jours également, de faire tourner des équipes. Il faut... la personne le dit fort bien, on a des horaires. On a des horaires qui sont la société de loisirs. C'est la société de loisirs. Quand les gens s'amusent, nous, on doit être présents et on doit répondre à cette demande. Concrètement, en tant que restaurateur, vous faites quoi pour éviter les coupures ? Parce qu'il y a quand même le service le midi et le service le soir. On a plusieurs équipes. Ouais, on a plusieurs équipes. Donc ça, c'est un calcul économique très important parce que, évidemment, il y a plusieurs solutions. Il y a celle qui a été évoquée tout à l'heure, c'est de fermer. Et vous allez le voir d'ailleurs sur les villes balnéaires, là où vous allez en vacances, des restaurants qui font 90% de leur chiffre d'affaires pendant cette période, cette saison, eh bien ils vont fermer un jour ou deux parce qu'ils n'ont pas trouvé et que ce n'est pas possible de faire autrement. Et puis vous avez l'autre solution, c'est effectivement d'investir dans le personnel et dans les structures pour les accueillir. Voilà. Et il faut faire un équilibre économique. Alors les structures, c'est fantastique ce qu'il a dit, c'est effectivement le logement. Les saisonniers, on en parlera, c'est le logement, mais c'est fantastique. Bernard Cohen-Haddad, vous pensez donc que peut-être réaménager le temps de travail et proposer des logements, plus de mobilité, etc., c'est une solution ? Je pense que la réflexion sur le travail, Judith Belair, est fondamentale, surtout dans la vie, dans la relation au travail post-Covid. Alors moi, je suis un peu moins ancien que vous, Jérôme, mais moi je pense que la fracture, elle arrive avec la Covid quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a une autre façon une autre relation au travail, il y a une autre relation à l'entreprise. Pour vous, ça change tout le Covid, c'est oui, ça ? Complètement. Ouais. Ah oui, écoutez, 4% de télétravail en janvier 2019, on est passé après à 60% dans certaines entreprises, voire 80%, voire 100% dans certaines entreprises, je ne veux pas les citer. Donc il y a de services. En Ile-de-France, aujourd'hui, on est à quasiment 50% de télétravail dans les services, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, il y a une vraie évolution de la relation au travail. Il y a une révolution aussi de ce qu'on appelle la marque employeur, c'est-à-dire de la notoriété de l'entreprise. Et puis, il y a aussi du sens que nos collaborateurs ou que ceux qui cherchent un travail veulent donner à leur vie, ce qui n'était pas le cas avant. Ça fait partie d'une révolution des mentalités. Il faut aussi le reconnaître. C'est pour ça qu'on est plus sociétal, on n'est plus, Alain l'a dit, on est plus centré sur l'environnement, le mieux vivre ensemble, mieux vivre dans la cité, les problèmes des mobilités. Comment vous voulez, dans des métiers en tension, je parle l'hôtellerie-restauration, la santé, la sécurité, la logistique, travailler sur Paris, terminer à minuit et rentrer au fin fond, excusez-moi, du 78, du 77. Du 95 ou du 91. Exactement. Tout ce que vous avez gagné dans la journée, vous le perdez le soir en taxi ou en frais de voiture. Et quelle qualité de vie vous avez, on peut le comprendre, et c'est pour ça que nous, on doit s'adapter aussi. Jérôme Laverny, vous avez réagi. Bernard a mille fois raison. Bernard a mille fois raison. Effectivement, la Covid a révolutionné le monde du travail. Je parlais simplement des besoins de recrutement. Alors sur le sens du travail, dont il est beaucoup question depuis cette crise sanitaire, moi, je l'apprends avec beaucoup de pincettes, parce que en réalité, si on décrypte réellement ce que l'on va loger derrière, il y aurait comme ça une cohorte de métiers qui seraient honorables parce qu'ils sont au service de la société, je ne sais pas, etc. Et ça, c'est très dangereux parce qu'en réalité, on peut de façon totalement honorable faire un métier qui ne soit utile qu'à une seule personne. Être humanitaire, si déjà ça se limite à son voisin, c'est déjà pas mal. Et puis mon voisin de droite donne une fabuleuse et magistrale illustration. Alors comme nous sommes à la radio, c'est-à-dire celui qui est assis à votre droite et on ne parlait pas de sa couleur politique. Voilà. Alors, mon voisin
Alain Fontaine, donc. Oui, désolé. Mais donne une fabuleuse et magistrale leçon de sens au travail. Parce que si on y voit du sens, c'est bien dans l'accomplissement de quelque chose. On fait avancer le schmilblick, comme disait un célèbre philosophe des années 80. Si ça avance, si on s'aperçoit que pierre à pierre, un mur se construit, ingrédient à ingrédient, un repas se concocte, alors on en est fier. Et on en est tellement fier qu'on a la possibilité de l'arborer, comme le fait Alain, avec sa toque, je ne sais pas comment ça s'appelle. Sa veste blanche. Sa veste blanche, voilà. Et le philosophe, on est d'accord, c'était Coluche, hein, c'est ça. Oui, c'est faire ça. avancer le schmilblick. Voilà. Et c'est ça le vrai sens du travail. C'est la satisfaction de l'action, ce que moi j'appelle la création. Rodolphe Gélis, donc je le rappelle, directeur du parc d'attractions de Nigloland. Il y a aussi une question, vous avez parmi vos potentiels employés des parents. Et l'éloignement, alors c'est une question, mais c'est aussi être capable de pouvoir poursuivre l'éducation. Certaines entreprises ont mis en place des crèches collectives. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des préoccupations? Il y a des parents qui doivent pouvoir s'organiser. Effectivement, il y a des parents qui ont des besoins. On nous a souvent demandé des crèches, donc ça c'est, on va dire qu'on est une entreprise qui n'a pas une taille assez conséquente, mais on a mis en place avec la région Grand Est déjà aussi le fait, on a un bus tous les jours qui fait 3 Nigloland et puis Nigloland 3 le soir pour ramener. Donc ça aussi, c'est un petit peu l'inverse, c'est pour ramener les jeunes qui ont 16 ou 17 ans, qui travaillent dans le parc aussi en restauration d'hôtellerie pour leur permettre de se déplacer sans avoir besoin de leurs parents. Voilà, c'est un peu l'inverse. La question de la garde des enfants, Bernard Cohen-Haddad, là aussi, c'est... On l'a vu avec la Covid, Frédéric. Ouais. Quand les écoles étaient fermées, vous n'avez pas d'autre choix que de rester chez vous. Qui gardait vos enfants dans cette période quand vous n'avez pas de grands-parents, quand vous n'avez pas de cousines, de cousins, de grand-mères, ou tout simplement de mari qui ne travaille pas ou de femmes qui ne travaillent pas. Donc ça, on l'a vécu et on le sait bien. Donc bien entendu, la capacité, ce que j'appelle la qualité de vie au travail, fait partie des avantages et de ce qui peut permettre un mieux vivre dans l'entreprise. Maintenant, je crois qu'avec Alain et avec Jérôme, on sera d'accord, c'est pas toujours possible dans les petites entreprises, mais nous, on peut jouer sur le lissage des horaires. Arriver à 10h au lieu d'arriver à 8h. La capacité, tout simplement, de rentrer plus tôt, de rentrer plus tard, d'avoir des horaires aménagés. Tout ça, ça fait partie aussi d'une réalité. Mais là, on peut pas le faire seul. Plus de souplesse. Mais là, il faut le dire, nous, on peut pas le faire seul. On a besoin des pouvoirs publics parce qu'il ne faut pas tout remettre sur le poids des entreprises. Et la responsabilité des entreprises, c'est pas non plus d'être un acteur politique, c'est un acteur citoyen, une entreprise. Mais là, si on n'a pas, par exemple, à Paris, le soutien de la ville de Paris, si on n'a pas dans la région le soutien de la région et des communes, et je terminerai là-dessus, on parlait des jeunes tout à l'heure. Oui. Moi, je suis allé voir la maire de Paris et la présidente de région. Je dis, il y a des logements vides. Pourquoi on n'en fait pas des logements étudiants? Parce que nos alternants, nos apprentis qui habitent Lyon, qui habitent Marseille et qui trouvent un boulot à Paris, comment ils font? La réponse, c'était eh ben, c'est pas possible, on va le faire, on n'a pas les moyens, ou etc. Il faut le faire, y compris chez les bailleurs sociaux. Il faut créer aujourd'hui un habitat pour les jeunes. On ne peut pas avoir besoin des jeunes dans nos entreprises et pas leur trouver d'emploi. Et pas les loger correctement. D'emploi aussi. Et de logement. Voilà. Revenons sur la question des salaires. C'est pas tant la question des salaires qui est problématique, c'est le reste à vivre. Parce que on a des entreprises et on peut tourner le problème dans tous les sens qui ne peuvent pas augmenter certains salaires parce que les marges ne sont pas au rendez-vous pour pouvoir le permettre. Et de toute façon, le ferait-elle? On a des entreprises qui ont dit j'ai augmenté les salaires de 15%. Mais c'est considérable, 15%. Mais 15% sur le SMIC, ça va pas permettre de payer un loyer. On est dans une région, notamment en Île-de-France, mais là, on n'a pas l'exclusive, où les loyers sont tellement chers que, de toute façon, c'est le reste à vivre qui est problématique. Et là aussi, il y a, à mon sens, un manque de stratégie. Et Bernard a 1000 fois raison. Il serait temps que, notamment les pouvoirs publics et notamment les collectivités territoriales, s'accaparent du sujet de l'habitat professionnel. Merci, messieurs, pour vos témoignages. On va continuer juste après ça. On continue sur l'emploi estival. On va axer un petit peu plus sur l'Île-de-France, chers auditeurs. On va parler de l'attractivité de l'Île-de-France, surtout des différents commerces suite aux événements qu'on a connus, aux émeutes qui viennent de se produire. Est-ce que c'est sympa de monter à la capitale encore
Je ne sais pas quel accent c'était, ça, mais... C'est le belge. Ah, d'accord. Ouais. Bah, voilà. Le belge du Sud. On descend à la capitale quand on est belge. Écoutez, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Une fois. Voilà. À tout de suite, chers auditeurs, à tout de suite. Les vraies voix et l'emploi estival, ça continue. Le sujet de maintenant, c'est l'attractivité des différents commerces en Ile-de-France suite aux émeutes. Mais juste avant, Frédéric, on avait une réaction d'auditeur. Oui, alors une réaction et des témoignages. Et on voulait en parler. Alors merci à Sébastien Maret, qui est ancien saisonnier. Et vous êtes aussi, alors très spécialisé sur la question, consultant mobilité pour le cabinet de conseil BL Evolution. Vous dites, Sébastien Marek, pour la désertion des saisonniers, ce n'est pas la volonté de travailler qui est en cause, mais plutôt de travailler quoi qu'il en coûte. Expliquez-nous. Oui, bonjour. Effectivement, ce qui cause problème depuis pas mal d'années, quand j'étais saisonnier il y a 10 ans, mais qui est encore valable aujourd'hui, c'est souvent les conditions de travail des saisonniers qui sont globalement souvent assez mauvaises. Et vous demandez à la plupart des saisonniers, ils ont au moins eu une mauvaise expérience chez un employeur. Donc c'est soit à cause de problèmes effectivement de logement, donc que vous avez évoqué à l'instant, mais c'est aussi un problème de management chez pas mal d'employeurs. La pression liée à ces travails qui sont souvent des emplois assez durs, sous pression, avec un manque de formation, des employés qui arrivent, des saisonniers qui arrivent pas formés sur un lieu de travail et qui ont très peu de temps de formation et qui sont jetés dans le bain. Vous n'hésitez pas à parler de déshumanisation ou pas ? Oui, je pense que ça touche en particulier le secteur de l'hôtellerie-restauration. Je travaille aussi un peu dans le tourisme, dans un des plus grands sites touristiques de France. Et effectivement, il y a une forme de déshumanisation du management, considéré comme de la main-d'œuvre un peu anonyme. Et effectivement, il y a un manque d'intégration dans les équipes, mais aussi plus largement des problèmes d'encadrement, de bienveillance dans les relations de travail, qui est vraiment préjudiciable souvent à l'expérience des saisonniers. Puisque vous avez été saisonnier dans la restauration, Sébastien Marek, justement sur cette déshumanisation dont il parle, Alain Fontaine, je rappelle que vous êtes président de l'Association française des maîtres restaurateurs et propriétaire du bistrot-restaurant Le Mesturet dans le 2e à Paris. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté vous-même ? Est-ce que des efforts sont faits, en fait, tout simplement ? Alors des efforts sont faits de façon importante, puisque comme j'ai dit, sur les villes balnéaires et autres, enfin les villes de vacances, c'est un vrai problème. Les saisonniers, c'est un vrai problème. Effectivement, les patrons, à un moment donné, ne se sont pas rendus compte de la richesse qu'ils avaient d'avoir ces saisonniers. Donc peut-être plus de bienveillance envers les saisonniers, mais là aussi plus de moyens. Moi, je demande que les saisonniers soient considérés avec, bien sûr, des choses un peu différentes, mais comme des intermittents de la restauration. Ça, il faut absolument pouvoir couvrir ces trous qu'ils ont. Alors, ces trous peuvent être couverts par de la formation, par un soutien, mais il faut absolument les considérer comme des intermittents de la restauration. On en a vraiment besoin. Ça fait partie de notre ADN, que vous alliez de Courchevel à Saint-Tropez. Et puis, il faut pouvoir effectivement les loger. Et ça, c'est un problème que Bernard parlait. C'est effectivement un problème des municipalités, des départements et des régions. S'ils veulent garder l'attractivité de leur ville et de leur région, il va falloir loger ces saisonniers et loger, comme en Angleterre, ça s'appelle des staff house. Moi, j'ai travaillé en Angleterre, j'étais logé. Sébastien Marek, ça peut tenir à quoi ? À une prise de conscience, à peut-être une protection supplémentaire à disposition de ces saisonniers ? Oui, parce que ces saisonniers se retrouvent souvent un peu démunis en cas de problème avec leur employeur, en cas de litige. C'est, je pense, particulièrement le cas dans l'hôtellerie-restauration, qui a mis beaucoup de temps à évoluer. Il y a vraiment des problèmes un peu d'autoritarisme, de sexisme aussi. J'ai vu des choses en cuisine qui sont qui sont un peu des situations d'humiliation pour des apprentis ou des saisonniers. Et ce qui peut, je trouve qu'il y a une inflexion comme du discours, par exemple avec le nouveau président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, Thierry Marx. Il y a quand même une reconnaissance des problèmes un peu structurels de ce secteur, de l'hôtellerie-restauration en particulier. Ça bouge. Je pense il faudrait aller vers un statut, que ce soit pour les saisonniers occasionnels ou ponctuels, ou encore plus pour les saisonniers professionnels, ceux qui font des saisons d'hiver et des saisons d'été. Ça serait vraiment intéressant, comme le demandent certains syndicats et professionnels du secteur,
d'avoir un statut qui protège mieux ces saisonniers, qui les considère mieux, qui les protège aussi de l'assurance, enfin des problèmes entraînés par la réforme de l'assurance chômage, qui fait qu'aujourd'hui il faut avoir travaillé 6 mois au moins pour ouvrir ses droits au chômage, alors qu'avant il fallait que 4 mois, et ça a participé aussi à déconstruire l'attractivité du métier de saisonnier. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci, Sébastien Marek. Ouais. Alors justement, on revient sur notre sujet de cette fin d'émission des Vraies Voix, l'attractivité des différents commerces en Ile-de-France suite aux émeutes. Alors on a Bernard Cohen-Haddad qui est président de la CPME Ile-de-France pour nous en parler justement. Alors déjà pour commencer, Bernard Cohen-Haddad, avant Covid, on était à 55 millions de touristes par an sur Paris. Est-ce qu'on en est toujours pareil? Enfin, où en est-on de ce chiffre justement? Pardon, on va y arriver, c'est la fin de l'émission. En Ile-de-France, c'était en Ile-de-France. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? Eh bien, écoutez, on a récupéré, Judith et Frédéric, nos touristes, qui sont en grande majorité des touristes français, il faut quand même le dire. Hein. Oui. C'est pas uniquement des gens qui viennent de l'étranger, fort heureusement. Et donc, on a récupéré nos touristes, après être passé à 17 millions de touristes pendant la Covid, où on avait complètement chuté, ça n'a pas été facile. Nos restaurants étaient fermés, les musées étaient fermés, les salles de spectacle étaient fermées. Vous le savez, on a quand même pas mal dégusté, ça n'a pas été agréable pour personne. Donc, on a vécu des moments difficiles. Aujourd'hui, on revient. Moi, si j'avais un message à faire passer, mais je pense qu'on sera tous d'accord, Alain et Jérôme, et bien entendu vous deux, revenez en Ile-de-France, c'est la région capitale, c'est une belle région, il y a des savoir-faire, il y a des métiers, il y a des beaux fromages, il y a des beaux fruits en Ile-de-France, il y a des bons restaurants, il y a des musées, il y a des expositions et il y a une vie particulière, y compris sur les voies sur berge. Il y a Paris-Plage, je le dis parce que c'est une réalité. Venez en Ile-de-France, on a besoin, nos entreprises ont besoin que les touristes français ne se limitent pas à ce qu'ils voient uniquement, ce qu'ils ont vu ces derniers jours. Le brie-de-meaux comme fromage, juste comme Chunamo, le brie-de-meaux. Voilà. Alors justement, sur ces émeutes qui ont eu lieu, est-ce qu'on a constaté justement une baisse de la fréquentation? Est-ce que ça nous a porté préjudice, clairement? Alors il y a bien entendu eu un frétillement de manière négative d'un certain nombre d'annulations. Alors ça n'a pas été un raz-de-marée, ceux qui vous disent un raz-de-marée, il y a eu des annulations, bien entendu, dans les restaurants, quand c'était possible. Quand vous perdez de l'argent parce que vous avez réservé sur une plateforme, généralement les gens viennent, faut aussi voir ce qui est juste, mais il y a un problème de notoriété, d'attractivité, il faut le redire, et là c'est un peu durable, parce que c'est pas uniquement ces dernières semaines, depuis janvier on a vécu un certain nombre de mouvements, de casse. Et ce que veulent les touristes, c'est de la tranquillité, de la beauté, et non pas des établissements incendiés. Alain Fontaine, je rappelle que vous êtes président de l'Association française des maîtres restaurateurs et que vous avez un restaurant, le bistrot-restaurant Le Mesturet dans le 2e à Paris. Est-ce que vous avez constaté justement suite aux émeutes une baisse de cette fréquentation? Et qu'en est-il justement alors on parle des touristes français, mais est-ce que des touristes internationaux par exemple? Nous, ça a été très dur. Je suis au centre de Paris, mais d'autres restaurateurs aussi. Ça a été très dur. C'est entre 20 et 40% pendant ces émeutes. Pourquoi? Parce que les touristes étrangers, ils regardent dans leurs hôtels leur télévision. Et leur télévision, nos télévisions, on a l'habitude, c'est bête à dire, mais tout ça, ça fait partie de notre vie. Mais il faudrait que ça s'arrête quand même. Mais les touristes étrangers, le problème, c'est que pour eux, c'est une guerre civile. Et donc, à 18h, alors Paris, et Bernard a raison de le dire, Paris est très visité, il y avait du monde partout. À 18h, ils rentraient dans leurs hôtels. J'ai eu des groupes entiers qui ont annulé. J'ai perdu, moi, sur mon restaurant, 25%. Mais on parle dans certains quartiers de plus de 30%. Ça a duré 4 jours. On ne les rattrapera pas. Alain Fontaine, est-ce qu'on peut venir à votre restaurant en voiture? Vous êtes dans le 2e arrondissement, vous êtes dans le quartier du Grand Rex. Aujourd'hui, c'est impossible d'y venir en voiture, de s'y garer. Il y a des travaux. Là aussi, pour l'attractivité de Paris, c'est une catastrophe. Il y a deux choses. Il y a d'un côté, effectivement, on a du mal à se garer sur Paris à cause des travaux. Pour cela, il y a des parkings. Mais c'est surtout qu'il faut... Qui coûte très cher. Et il faut arrêter de se faire le ventre sur ça aussi. Il faut donc améliorer les mobilités. Très clairement, je crois que les théâtres en souffrent, les cinémas en souffrent. Il faut vraiment que nos métros, nos trains fonctionnent plus tard, plus souvent. Parce que c'est vrai que Paris est une ville extraordinaire avec une attractivité extraordinaire. Alors, vous savez, on a les bistrots, les cafés, j'en parle avec beaucoup de... Voilà. Mais, à l'UNESCO. Oui, les bistrots, les cafés,
on n'a rien à envier. Les touristes, quand ils viennent à Paris pour voir le Louvre, la Tour Eiffel et autres, ils viennent aussi pour voir ce peuple de Paris qui vit dans ses bistrots et dans ses cafés. Eh bien, c'est ça qu'ils veulent voir. Et nous, il faut qu'on soit là pour répondre à ça. Il faut que notre personnel soit là. Il faut que nos établissements restent ouverts. Ils ne peuvent rester ouverts que si la région, la ville leur donne les moyens en les sécurisant. Donc on peut pas avoir les événements, c'est pas possible de continuer comme ça. Ça fait, je le dis avec un peu d'émotion, mais ça fait trop longtemps que ça dure. Nous, ça dure depuis les attentats. Et puis, sécuriser d'une part, et de l'autre côté, donner la possibilité à tous de pouvoir bouger sans parler effectivement de travaux, de se garer. On doit pouvoir rentrer à Paris et sortir de Paris sans problème. Et s'y garer sans se faire zigouiller. Sans se prendre des amendes toutes les 5 minutes. Parce que moi, je prends des amendes en scooter, hein, je tiens à le dire, j'en prends énormément en ce moment. Jérôme Laverny, le mot de la fin. Pour toutes ces raisons-là, il serait précieux que comme au lendemain ou en marge d'attentats ou de catastrophes de je ne sais quelle nature ou de conflits diplomatiques, il est de bon ton dans la classe politique de constituer une union sacrée. Il serait peut-être temps aujourd'hui qu'au-delà des clivages idéologiques, il y ait dans des événements aussi graves que les émeutes qui ont des conséquences économiques et pas que économiques absolument catastrophiques, il serait précieux qu'on mette de côté les clivages idéologiques et que soit constituée une union sacrée, on va dire, pour rétablir ce qui constitue un des droits fondamentaux de toute société, celui de pouvoir vivre paisiblement, pas confortablement, pas super confortablement, mais juste paisiblement. Ça mérite quand même de taire les clivages politiques. Partez en paix, Jérôme Laverny. Pour une union sacrée. Notre union, elle est pas mal, hein, Frédéric Brandel. Ah ben oui, c'était notre deuxième et on va continuer. On va remercier nos invités. Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Île-de-France et du think tank Étienne Marcel. Alain Fontaine, président de l'Association française des maîtres restaurateurs et propriétaire du bistrot-restaurant Le Mesturet dans le 2e à Paris. Et notre Jérôme Laverny national. Incontournable, directeur du réseau national Mission Emploi. Chers amis, c'était les vraies voix de l'été. Nous, on se retrouve demain. Voilà. Alors avec un autre thème à ce moment-là, ça sera plus la ruralité. Oui, etc. on va être sur la ruralité, effectivement. Mais chaque mardi, c'est l'emploi. Toujours nos petites entreprises aussi demain. Voilà. Bon. Et on le Loft Musique maintenant. Voilà. Moi, je vous embrasse aussi, puis vous tous, les auditeurs. Tout le monde, ensemble. Oui, c'est ce que je disais. Okay. Voilà, la grande Sophie, Matmata et Anna Kova sont au programme. Allez, le Loft Musique. À demain.